Alors, ce que j'ai essayé de faire ce soir sur ce sujet, dont Ako d'ailleurs a eu l'idée du titre, bonsoir, l'homme contre la nature, l'humanité contre le naturel. Ce que je vais essayer de faire ce soir, c'est voilà, présenter un exposé de l'histoire des représentations de la nature. Parce qu'en fait, je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes ici ce soir, on veut la défendre, cette nature, on veut la protéger, puisqu'on la voit en train de dépérir. Et le propre du philosophe, c'est d'essayer de se rehausser à la hauteur d'un enfant. Ce qui est contradictoire, ce qui ne l'est pas en fait. Se rehausser à la hauteur d'un enfant, c'est-à-dire de prendre les choses comme si elles n'allaient jamais de soi et de s'interroger sur des notions, sur des mots qui ne nous interrogent plus en fait. On a l'impression que l'homme d'un côté et la nature de l'autre, on voit très bien ce que c'est. En fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Défendre la nature, ça peut être une boussole de vie. Moi, je commencerai ce soir en vous disant tout simplement que la nature, ça n'existe pas. Ça commence bien. Merci d'être venu. Quand je veux dire que la nature, ça n'existe pas, je suis volontairement polémique. Ce que je veux dire, c'est surtout qu'est-ce qu'on entend par le mot de nature. Qu'est-ce qu'on appelle nature et qui nous donne envie de la protéger. Victor Hugo, dans les carnets, écrit « C'est une triste chose de songer que la nature parle et que le genre humain n'écoute pas. » Il me semble que ça fait plus d'un siècle que la nature parle et que nous ne l'écoutons plus, ou plutôt, nous n'écoutons que ses résonances, à condition qu'elles soient humaines. Par conséquent, entre la nature et l'humanité, c'est une partie d'échec. C'est ce que j'ai représenté ici. C'est un combat, c'est un conflit et que le meilleur gagne, en sachant qu'en ce moment, ce n'est pas vraiment la nature qui est sur le point de gagner. Un duel, une lutte à mort entre ces deux protagonistes. Alors moi, je me suis posé une question d'enfant. Pourquoi cette vision un peu dualiste de l'homme contre la nature? Et puis je reformule d'une autre façon avec la même idée. Pour quelles raisons l'écologie rencontre-t-elle tant de résistance? Pour quelles raisons ne va-t-il pas de soi, pour nous les hommes, de défendre la nature? Pourquoi, malgré la prise de conscience mondiale d'un dérèglement climatique, malgré l'appel et les lanceurs d'alerte, je crois qu'aujourd'hui, le citoyen fait passer la question de la nature après, la question à la fin du mois, après la question de son bonheur, de son bien-être personnel, ce qui n'est pas en soi critiquable. Et qu'est-ce qui fait que l'écologie reste un problème périphérique, en fait? Un problème décentré de ce qui peut paraître être l'essentiel de nos vies. Une hypothèse que je ferai ce soir, qui est juste une hypothèse et qui n'est pas la vérité, c'est que l'écologie, à mon sens, elle est restée coupée d'un questionnement philosophique sur l'existence. Elle est restée coupée d'un questionnement philosophique sur l'existence de l'homme, ce qui fait que ça ne va pas toucher les hommes comme d'autres sujets pourraient les toucher. Les questions du bonheur, de la morale, la question de la religion, de la spiritualité ou encore celle de l'amour. On a l'impression que ces questions, on les porte en nous et qu'elles font partie de notre existence. Mais la question de la nature, quand on y réfléchit, elle reste quand même périphérique. Alors on a beau nous dire que ce sont les générations futures qui vont trinquer, si j'ose dire. La nature, ça reste quelque chose de très abstrait, bien que, en face de nous, nous ayons des manifestations. Alors pourquoi cela ne nous touche pas comme peut-être cela devrait nous toucher? C'est que on fait peut-être l'erreur de prétendre vouloir défendre la nature pour assurer nos conditions de vie, nos conditions de survie. Il est temps, peut-être que l'humanité elle-même risque de disparaître si nous ne faisons pas quelque chose pour sauver la nature. J'entends. Seulement, l'être humain ne se contente pas de vivre. Ce qu'il veut d'abord, c'est exister. Et c'est là sa condition. Ce que je veux dire par là, c'est qu'insister sur la défense de la nature pour assurer sa survie, ses ressources, pour assurer ses conditions biologiques d'existence, si vous voulez, je crois que cela ne lui parlera pas à l'homme. Cela ne va pas le concerner dans ses tripes. Cela ne va pas résonner en lui
Parce que si vivre, c'est satisfaire des besoins vitaux, assurer sa survie, exister, c'est plus que vivre. C'est être en relation avec le monde, bien sûr, mais sur un autre continuum que la seule satisfaction des besoins, fût-il essentiel. Je crois que l'homme a peut-être autant besoin de paroles, de récits, de sens dans sa vie que de pain et d'oxygène. Exister, c'est se donner de ce monde des représentations, des symboles, des récits. Exister, c'est éprouver un rapport au monde de nature symbolique. Ce que je voudrais essayer de parcourir ce soir comme hypothèse, c'est que vous êtes en face de moi, je suis en face de vous, nous sommes dans une salle. Et en fait, je crois que si nous devions décrire l'endroit où nous sommes, nous aurions autant de descriptions qu'il n'y a de personnes. Je crois que s'il fallait que nous parlions de qui nous sommes, il y aurait autant de récits qu'il y a de personnes. Il y a entre moi et le réel une grille symbolique, des paroles et des mots qui disent quelque chose du monde dans lequel on est. Je crois même qu'il n'y a peut-être pas de réel au-delà du discours sur le réel. Je crois même qu'il n'y a pas de choses au-delà des paroles qu'on pose sur les choses. À partir de là, Lipovetsky écrit un livre il n'y a pas très longtemps qui s'appelle L'ère du vide et il nous dit au 21e, au 22e siècle, les grands récits ont disparu, les grands récits politiques, les grands récits religieux ont disparu. À quoi se rattacher ? Il y a une hypothèse qui est celle des cyniques qui disent qu'on n'a pas à se rattacher à quelque chose parce que nous sommes avant tout des corps et des matières qui nous nourrissons. Et puis il y a une autre hypothèse qui dit qu'on ne peut pas se passer du symbolique, on ne peut pas se passer du récit. Je pose la question de l'après la mort, même si c'est pas une question nécessairement religieuse du coup. L'ère du vide pour Lipovetsky, c'est pour nous une période où les gens ne se posent plus la question de l'après-vie, j'allais dire, comme ça a été le cas pendant des millénaires en fait en Occident. Et ne se posant plus la question de la mort ou de l'après-vie, ils sont persuadés que la vie s'arrête à la mort. Vous allez me dire, pourquoi pas, c'est une opinion qu'on peut avoir sur les choses. Oui, mais la conséquence derrière, elle est très tangible, c'est que puisque rien ne se passe après la mort, il me faut profiter. Il me faut vivre maintenant. Et vous venez me dire, il faut que j'arrête de voyager en avion ? Et vous venez me dire que je pollue en allant en vacances ? Je crois que notre conception de la mort a énormément d'impact sur notre conception de la vie. L'écologie se trouve périphérique parce qu'elle ne nous semble pas aussi importante que ce qui nous semble aujourd'hui le plus important, le bien-être individuel. Qui fait le moment, comme diraient mes élèves. Voilà pourquoi, quand je dis que la nature est une fiction, je ne dis pas qu'elle n'existe pas. Je dis qu'elle emprunte des mots qui ne résonnent plus ou qui ne résonnent pas comme ils l'ont résonné pendant des millénaires. Ce qui fait qu'on préférera vivre dans une maison qui brûle. Vous entendez le discours de Chirac lors du 6e sommet de la Terre en 2002. On préférera vivre dans une maison qui brûle, mais vivre intensément, vivre follement, oui, mais vivre plutôt que de sacrifier le temps qui nous reste. Donc, ce que nous nommons nature, c'est d'abord une idée, c'est d'abord une représentation, c'est d'abord une chose. Et je répète, il me semble que, comme Kant le disait déjà, nous sommes des animaux symboliques. Si nous n'avons pas les mots, il n'est pas évident que la chose derrière existe. Hegel racontait l'histoire de cet enfant qui, pour la première fois de sa vie, va au zoo et se trouve devant une cage où un lion est enfermé. C'est la première fois qu'il est devant un animal comme ça, sauvage. Il est devant ce lion, vous voyez, qui est physiquement là, quoi, qui a son corps de lion, son odeur de lion, sa présence de prédateur, qui marche comme ça de l'autre côté des barreaux. Et on se dit, la réalité, elle est là. Qu'est-ce que le philosophe vient nous dire en nous rajoutant des mots et des concepts et des idées ? La réalité, elle est là, physiquement là. Oui, sauf que l'enfant ne pourra pas retenir une question. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est un lion. Ah ! C'est-à-dire qu'avant qu'il ait le mot, le lion n'est pas encore tout à fait là. L'homme a besoin de mettre des mots sur les choses pour être en présence des choses. Bien. Du coup,
quel mot mettons-nous sur la nature? Quel est le récit? Quels sont les symboles que l'on pose sur cette chose qui est la nature et qui n'existera, à mon sens, que quand on aura saisi ce qu'elle est, ce que ce syntagme ou ce concept veut nous dire. Tant qu'on n'aura pas réussi à placer une définition, si vous voulez, plus ou moins précise, ce syntagme de nature va osciller dans des représentations très différentes. Tenez, on va condamner l'homosexualité comme un comportement non naturel. Et on va faire de la nature un modèle moral. Et on dira que notre modèle, c'est la nature. Dans le même temps, on va prévenir nos enfants que la vie moderne, c'est pas le monde des bisounours, parce que la vie, c'est la loi de la jungle. C'est la loi sauvage. C'est la loi de la nature contre laquelle nous devons nous battre. Et là, le même mot, la même chose, la nature, devient un anti-modèle moral. Un modèle, un anti-modèle. Un idéal, un adversaire qu'il faut combattre. Et on parlera toujours du mot nature. Avant d'être quelque chose, elle est une idée, et brièvement, je voudrais vous proposer 4 gros mots, comme en philosophie on a l'habitude d'en avoir. L'humanisme, le biocentrisme, l'antinaturalisme et l'écocentrisme. Ne partez pas tout de suite. L'idée, c'est d'essayer de saisir les choses dont on parle avec des mots, même si ces mots ne sont pas très élégants, ne sont pas très parlants, je vous l'accorde, mais l'étymologie, quelquefois, dit plus de choses que les plus grands savants sont capables de dire. L'humanisme ou la nature dominée, j'ai envie de dire que c'est la représentation la plus commune de la relation de l'humanité à la nature. On verra ensuite que dans l'histoire, il y a eu comme un jeu de réaction et de contre-réaction. Le biocentrisme réagit contre l'humanisme, l'antinaturalisme réagit au biocentrisme, et l'écocentrisme, qui est peut-être ce qui est en train de se développer aujourd'hui, met tout le monde d'accord. Au début, on a donc l'humanisme. Vous avez remarqué que dans l'humanisme, il y a le mot homme, il y a le mot humain. C'est l'idée que la personne humaine est la réalité qui a la plus grande valeur dans l'univers. C'est la plus grande valeur à défendre contre cette nature qui est une nature non humaine, donc une nature sauvage. Cooper Beaumont, 1933, le premier King Kong, je pense que c'est le meilleur. C'est peut-être l'un des premiers films d'angoisse où nature et humanité se retrouvent face à face, en fait, pour la conquête de la vie, pour la conquête de la survie. Et Kong, c'est la nature dans toute sa puissance. C'est la nature qui fait vaciller le monde des hommes, quand même. Il fait vaciller le monde politique en arrivant comme ça à New York. C'est l'irruption de l'organique, de l'animalité, de la sauvagerie en plein cœur de la cité faite de verre et de béton. Et Kong, c'est la loi du plus fort, le soulèvement de la force vitale qui écrase les citadins dont ils s'étaient jusque-là protégés. C'est Kong, c'est 1933. Ce qui fait la grandeur de la culture des grands films et des grands récits et des grands livres, c'est que bien qu'ils étaient écrits il y a longtemps, ils résonnent aujourd'hui. Parce que Kong, c'est aussi le virus qui a investi nos cités en 2020. Kong, c'est cette nature dont l'origine est zoonautique, on le sait, qui est venue complètement bouleverser nos modes de vie qui se croyaient bien plus puissants et bien supérieurs à ces petites choses qu'on appelle le Covid-19, la bête qui nous menace, le coronavirus qui fait partie des zoonoses. On sait que d'après l'Organisation mondiale de la santé, 60% des maladies infectieuses humaines sont zoonotiques. Elles viennent de l'animal, ou plutôt du résultat d'une relation peut-être dénaturée de l'homme avec le monde animal. Voilà, l'humanisme, c'est l'idée que face à la nature, on n'a qu'une seule opportunité, nous les hommes, c'est de nous défendre. L'humanisme, c'est le dualisme de l'homme et de la nature, c'est la doctrine qui place l'homme, la personne humaine, et son épanouissement au-dessus de toutes les autres valeurs. Ce qui fait que dans l'humanisme, la première caractéristique à avoir en tête, c'est celle de l'arrachement.
on va voir ce que veut dire l'arrachement. Alors, l'écologie, vous savez que ça vient du grec oikos, hein, qui signifie la maison, l'habitat. Et puis logos, science ou connaissance. Du coup, l'humanisme, ce dualisme homme-nature, mène à ce que je viens de dire, c'est-à-dire l'arrachement. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a, jusqu'à aujourd'hui même encore, dans les leçons de philosophie actuelles, j'en parlais avec toi tout à l'heure, on a souvent l'idée que l'homme, c'est un être qui s'est arraché de son socle naturel pour devenir quelque chose de plus grand, de plus puissant, de plus intelligent que ce dont il est sorti. Il n'y a pas si longtemps que l'homme est sorti de la jungle, hein, 15 000 ans, quoi. Je dis sorti parce que pour les sciences anthropologiques, l'homme n'est un homme qu'à partir du moment où il se détache du monde naturel, où il se détache de l'animalité. Alors, vous voyez, dans les fouilles, on trouve des silex, des outils, et là, on a une preuve que des hommes ont vécu parce qu'ils ont façonné, ils ont taillé, ils ont coupé, ils ont transformé cette nature qui était un peu la matière informe, quoi. Et ils en ont fait quelque chose d'humain. Ce qui fait que selon le préjugé commun, issu de cette vision humaniste, il y a humanité lorsqu'il y a dénaturalisation. Il n'y a humanité que lorsqu'il y a transformation de la nature. Pour le dire autrement et finalement de la même façon, il y a humanité lorsqu'il y a humanisation de la nature. L'humain, c'est celui qui humanise la nature pour la faire sortir de sa matière informe et d'en faire quelque chose du domaine de l'humanité. Vous savez, éducation, ça veut dire faire sortir l'enfant de sa nature. Faire sortir l'enfant de sa nature, c'est-à-dire de sa paresse, c'est-à-dire de son moment, de son stade sans forme. C'est le faire grandir, le faire se dresser pour devenir un homme et plus seulement un être naturel. Si vous voulez, là, je crois que la question qu'on a choisie avec Ako, elle est déjà derrière nous en fait. La question, c'est pas l'homme contre la nature, non, c'est que l'homme est déjà contre nature. L'homme est un être contre nature. Enfin, la plupart des philosophes s'accordent sur ce point à partir des Lumières, on verra plus tard, que la relation qui s'instaure entre l'homme et la nature, c'est d'abord une négation, un conflit, un dépassement. Alors, si vous voulez, c'est un préjugé qu'on a encore en nous lorsqu'on se dit pourquoi je profiterai pas de mes vacances alors que les animaux, bah oui, ils vivent, ils meurent, mais peut-être que sans doute beaucoup vont survivre alors que moi je serai déjà mort. Pourquoi, comme le dit Spinoza, on ne veut pas défendre la nature, c'est que souvent on voit derrière, vous voyez, un mur qui a été scellé par les hommes, on voit au bout d'un moment une petite pousse de plante qui casse le mur et qui grandit. On se dit, mais en fait la nature, elle me survivra toujours alors que moi je serai mort. Pourquoi défendre quelque chose qui de toute façon est plus fort que moi? Ça a vraiment nourri la doctrine humaniste qui est née à une époque. Ce qu'on croit avoir toujours été là est né à une époque, et l'époque, c'est la Renaissance. C'est-à-dire que vous avez Léonard de Vinci, qui, quand il dessine l'homme de Vitruve, il ne pensait pas d'ailleurs qu'un jour, ce petit brouillon allait devenir un chef-d'œuvre, il inscrit l'homme dans un cercle symbolisant la perfection. L'homme seul est garant d'une perfection. Alors, c'est plus Dieu, c'est plus les dieux comme c'était le cas au Moyen-Âge. C'est pour ça que De Vinci va se sauver en France, va être sauvé par François Ier qui va le défendre. Mais c'est vrai que De Vinci inscrit l'homme dans un cercle comme la chose, qui n'en est plus une, la plus importante à défendre contre la nature. Donc à partir du dualisme, on a l'arrachement, et puis très logiquement, on a l'anthropocentrisme. Anthropo, l'homme, centrisme, vous avez compris? L'homme est au centre de la nature et c'est lui qui instaure un pouvoir de domination et de soumission. Georges Bataille écrit l'érotisme en 1957, mais ce texte résonne encore d'une forte empreinte de la Renaissance. Bataille écrit « Je pose en principe un fait peu contestable », remarque étrange quand on est philosophe et qu'on fait l'exercice de la modestie. L'homme est l'animal qui n'accepte pas simplement le donné naturel, mais qui le nie. Qui le nie, quoi.
Il change ainsi le monde extérieur naturel, il en tire des outils, des objets fabriqués, qui composent un monde nouveau, le monde humain. Si vous voulez, Bataille fait partie de ces philosophes avec lesquels j'ai grandi, moi, qui nous disent l'homme seul a un monde, l'animal a un milieu. Le milieu est fermé, définitivement fermé, ce qui ne permet pas à l'animal ni d'avoir de langage, ni d'avoir de conscience. Alors que l'homme qui vit dans un monde qu'il crée jour après jour, a une liberté, une supériorité que l'animal ne peut pas avoir. Je crois que la politique de l'Occident moderne depuis les années 50 concrétise en fait cette idée philosophique à travers l'industrialisation, l'idée du progrès, de l'exploitation de la nature, sans en avoir vraiment de scrupules, puisque il est admis que l'homme est un être contre nature. On en reparlera tout à l'heure, mais si vous voulez, dans une soirée qui est lancée avec des amis, j'entends, de toute façon, l'homme, par nature, il détruit la nature, c'est inscrit dans sa génétique de détruire la nature, parce qu'il était inscrit dans la génétique de l'homme d'être un exploitant, un exploitateur. Vous voyez, bon. Moi, je suis pas sûr, je me demande si c'est pas un système politique et économique qui a rendu l'homme maître et possesseur de la nature. Comme le disait déjà Descartes, on parlera du libéralisme économique, mais qui fait partie de ces discours qui ne sont plus interrogés et qui nous mettent dans la tête l'idée absolument plus interrogée que d'autres systèmes économiques sont possibles. Comment, dans ce cas-là, vouloir défendre quelque chose ou un monde, comme on le dit, qui nous dépasse? La Renaissance, elle va ouvrir ce qu'on appellera la période des Lumières. Pendant les Lumières, on a la même idée de cet anthropocentrisme. Vous avez Kant, un des plus grands philosophes qui était allemand, mais qui a vécu la Révolution en disant « le jour où elle a éclaté, j'aurais aimé vivre et être français ». C'est pas rien pour un Allemand. Kant écrit les êtres dont l'existence dépend, à vrai dire, non pas de notre volonté, mais de la nature, n'ont cependant, quand ce sont des êtres dépourvus de raison, qu'une valeur relative, celle de moyens. Celle de moyens. Et voilà pourquoi on les nomme des choses en XVIIIe siècle ou XIXe siècle. Il faut attendre la fin du XXe siècle pour que les choses changent. Il n'est pas absurde ni irresponsable de considérer les animaux comme des moyens au service de l'activité humaine. L'homme est un être libre qui a donc, parce qu'il est libre, le droit absolument incommensurable de transformer les animaux en esclaves. Parce que ce sont des animaux. Et parce qu'ils n'ont pas atteint, parce qu'ils ne possèdent pas la qualité d'humain qu'on reconnaît seulement aux hommes. Alors, loin de moi, avec mes élèves, de défendre l'humanisme qui aujourd'hui est facilement critiqué, mais je leur demande quand même un effort, c'est l'effort de se replacer dans un contexte historique dans lequel on n'est plus. Il ne s'agit pas d'excuser, il s'agit de comprendre. Pourquoi on est arrivé à l'humanisme aux Lumières, pourquoi ça a commencé à la Renaissance et pourquoi aujourd'hui encore nous sommes empreints de cette idéologie humaniste. Parce qu'il faut se rappeler qu'avant l'humanisme, on était dans un monde où la seule chose qui comptait et qui était la valeur absolue, c'était Dieu, c'était une divinité, mais qui n'était pas vécue de l'intérieur, comme elle peut l'être aujourd'hui lorsqu'on est croyant, qui était vécue de l'extérieur comme un pouvoir théo, puisque l'environnement, après tout, c'est ce qui est aux environs de l'homme, ce qui veut dire que l'homme est au milieu. Ça veut dire que quand on défend l'environnement et les mots ont un sens, on n'a pas l'idée qu'on est en train de défendre la nature en tant que ressource qui est au service de l'homme, qu'outil au service de la fin de l'homme, que moyen que l'homme peut utiliser. Est-ce que c'est vraiment défendre la nature que de la servir ainsi à nos propres besoins? Déjà dans le mot environnement, on a l'idée que l'humanisme était encore aujourd'hui quelque chose qui nous habite, quoi. Alors bien sûr, réaction devant cet humanisme qui est devenu un humanisme d'exploitation, un humanisme de destruction de la nature, eh bien, il y a eu dans l'histoire une réaction qu'on peut habiller du terme biocentrisme. Vous avez compris l'astuce, qui n'en est pas qu'une. L'humain
est décentré, ce qui va prendre le cœur et le centre des attentions dans cette idée écologique, ce n'est plus l'humain, mais c'est la vie qui est au centre et qu'on doit défendre comme la valeur absolue. Le biocentrisme, alors il a d'autres noms. On peut parler, puisqu'il s'agit d'une doctrine qui place la vie et son épanouissement au-dessus de toutes les valeurs, on peut parler d'écologie profonde, hein, d'écologie globale également. C'est-à-dire que c'est une conception qui va globaliser la question de la nature et l'écologie au niveau mondial en se disant qu'après tout, pourquoi l'homme serait-il la seule valeur absolue, étant donné que c'est lui qui aujourd'hui a tendance à transformer, pour la première fois depuis l'histoire de l'homme, à transformer le monde et le climat dans lequel il se trouve. On appelle ça l'anthropocène. C'est-à-dire un stade de l'histoire où l'homme est devenu le centre d'une ère avec des impacts concrets sur le climat. Si vous voulez, la nature ne fait plus l'homme, c'est l'homme qui défait la nature. La question n'est plus de savoir quel temps il fera demain, mais quel temps nous ferons demain. Avec le mot anthropocène, l'ère de l'humain, Stegner, 95 et Crutzen, c'est l'hypothèse selon laquelle les activités humaines ont une incidence globale et significative sur l'écosystème terrestre. C'est pas un impact sur une conception politique ou sur un régime, c'est la Terre qui elle-même subit les conséquences de l'activisme humain. La réaction à l'humanisme ne se fait pas attendre, et si vous voulez, au lieu de mettre l'homme au centre de la nature, on va sacraliser la nature à l'encontre de l'homme. C'est la nature qui doit l'emporter. C'est la vie qui doit l'emporter. J'ai pas dit la vie humaine. C'est la vie, c'est le vivant. Cette écologie dite profonde, deep, comme disent les Anglais, veut comprendre l'écologie à un niveau mondial. Si vous voulez, Naes, dont je parlerai tout à l'heure, qui est un philosophe qui a défendu l'idée de l'écologie profonde, dit qu'il ne serait pas absurde aujourd'hui d'imaginer que la problématique de l'environnement, la problématique écologique n'est pas séparable de la politique migratoire vécue par la conception politique de pays européens ou non européens. C'est-à-dire qu'il y aurait des incidences entre les mouvements migratoires, entre la déforestation, entre l'exploitation de l'animal, l'arrivée des virus, les neiges qui fondent et d'autres virus qui étaient enfermés sous la terre et qui vont ressortir. Enfin, l'écologie, c'est pas seulement sauver des ressources, c'est sauver la terre. Voilà pourquoi elle se dit globale et qu'elle se moque un petit peu des écologies bien pensantes, si je peux dire, ou si je peux m'exprimer ainsi. Naes, donc l'un des penseurs de ce biocentrisme, il écrit ça dans The Shallow and the Deep Long Range Ecology Movement, le droit de toute forme de vie à vivre est un droit universel qui ne peut pas être quantifié. Et il ajoute, aucune espèce vivante n'a plus de ce droit particulier de vivre et de s'étendre qu'une autre espèce. Vous voyez que le mot homme a disparu, vous voyez que le mot vie humaine a disparu, et que la vie, peu importe la manière dont elle est vécue, j'allais dire, est plus importante, quitte finalement à être supérieure à la vie humaine. Je pense à ça parce que au moment de la crise de la vache folle, des associations de deep ecology à Londres avaient fait couler beaucoup d'encre parce qu'ils posaient une question provocatrice, polémique si vous voulez. Pourquoi détruire un cheptel de 300 animaux qui potentiellement peuvent avoir la maladie pour sauver 4 personnes qui sont les exploitants? 300 et 4. C'était polémique. Mais si on enlève les qualificatifs et si on pense quantitativement, est-ce qu'il n'y a pas là une absurdité? Il y a dans le biocentrisme une volonté d'humilier l'homme. D'humilier l'homme. Alors, on peut voir par là quelque chose d'agressif et de violent, mais on peut voir aussi l'étymologie, c'est-à-dire humilier, c'est ramener l'homme à l'humus, c'est-à-dire à la terre. Quand on humilie quelqu'un, on le rabaisse à terre, d'accord? Le biocentrisme veut humilier l'homme pour lui rappeler
qu'il est un être terrestre comme beaucoup d'autres, et qu'il ne peut pas s'arroger le droit d'être un être supérieur. Certains l'avaient fait avant Naès, je pense à Sigmund Freud dans un célèbre texte, où il dit, dans le cours des siècles, la science, depuis longtemps, a infligé à l'égoïsme naïf de l'humanité 2 graves démentis. On en a pris pour notre grade 2 fois plutôt que d'autres qui ont été puissantes. La première fois, ce fut lorsque la science a montré que sur la Terre, loin d'être le centre de l'univers, l'homme ne forme qu'une parcelle insignifiante du système cosmique, dont nous pouvons à peine nous représenter la grandeur. Bon, cette première humiliation, si vous voulez, elle porte le nom de Copernic. Et puis la deuxième, c'est celle de Darwin, qui nous dit que non seulement on n'est pas au centre de l'univers, mais on n'est même pas au centre de la nature. Nous sommes des animaux dont la famille ne fait que changer de nom par rapport à celle de nos congénères. Donc si vous voulez, il y a dans le biocentrisme un retour d'un décentrement et d'une humiliation de l'homme, d'une sacralisation, divination de la nature, mais avec, et c'est là que la critique va naître à nouveau, avec la possibilité d'un anti-humanisme. Puisque l'homme finalement n'est pas plus important qu'un être vivant. Alors il y a des philosophes humanistes qui vont se dresser contre le biocentrisme, je pense à Luc Ferry. Ce cher Luc qui, dans le Nouvel Ordre écologique de 92, va écrire « Le thème central de l'écologie profonde est l'idée que le monde naturel est en lui-même digne de respect. » Ça c'est vrai. Indépendamment de toute prise en considération des êtres humains, ça c'est faux. Mais voilà, dans le Nouvel Ordre écologique, il va comparer l'écologie globale au retour d'un néonazisme. Puisque finalement, on veut faire disparaître l'homme de la Terre comme une espèce de parasite, et on veut laisser vivre les animaux à la place de l'homme. C'est ce qui s'appelle lire en réduisant le sens de ce qu'on lit. Alors, il cite... Luc, il cite un incident en Inde en 2014, vous savez, dans le Brahmapoutre, pardon, il y a des tigres qui attaquent des paysans, des tigres qui sortent de la forêt, qui attaquent des paysans, ça fait des dizaines de morts. Et puis des écologistes, alors qu'on appellerait écologie profonde, disent il faut arrêter de tuer les tigres, quoi. Il faut arrêter de tuer les tigres. Est-ce que c'est pas aussi de la faute des humains d'avoir trop empiété sur le territoire de ces prédateurs et que il est injuste de prioriser nécessairement des vivants humains au détriment de vivants non humains? Évidemment que jamais dans leur tête venait l'idée de laisser manger les humains par les tigres, mais qu'il y avait une espèce de pas de côté à faire avant d'exterminer tous les tigres de la région. Réaction à la réaction. Humanisme, réaction, biocentrisme. Oui, il y a une réaction à la réaction qui va pas tarder d'arriver, c'est l'antinaturalisme. Vous voulez faire de la nature une sacralité, une divinité? Moi, je vous dis que la nature, ça n'existe pas. Et l'antinaturalisme a eu son moment de gloire, a eu ses philosophes, a eu ses écrivains, en défendant l'idée que la nature, ça n'existe pas. François Dagonier, La maîtrise du vivant, 1988. L'antinaturalisme, c'est l'idée que ce qu'on appelle nature, ce n'est qu'une abstraction, une construction, puisque tout naturel est déjà façonné par l'activité humaine. Si vous vous rappelez le début de mon propos, je finirai par ça tout à l'heure en vous disant que la nature, c'est d'abord un mot qu'on pose sur quelque chose. Ce que veut dire ici Dagonier, c'est pas que le mot n'existe pas, c'est que la nature elle-même est un fantasme. Il n'y a jamais rien eu de naturel, en fait. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? À cette prétendue réalité en soi, la nature, née de l'art qui dépasserait l'homme, le précéderait et même l'inspirerait, vous avez le biocentrisme là, et qu'il devrait en conséquence préserver et respecter, reconnaissons au moins une caractéristique majeure, la nature s'offre à nos élaborations. Elle constitue une sorte de matériau plastique qui permet et qui appelle les transformations. En somme, la nature invite non pas à la conservation, mais à l'artificialité. Elle ne demande qu'à être manipulée, brassée, réglée.
Oui, 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 on est au taquet de la vision d'exploitation de la nature. Je savais que ça allait vous faire reparler. Alors on est au taquet, mais reconnaissons à Dagonier de s'appuyer, comme beaucoup le font, sur des préjugés communs. Vous voyez, je vais me promener demain, parce que je vais être fatigué à cause de vous, dans une petite forêt de dol, et puis je vais marcher sur un chemin et je vais respirer en me disant, voilà, je suis dans la nature. On pourrait tout de suite me dire, mais attends, tiens, le chemin, c'est les tracteurs qui l'ont construit, mon gars, tu vois. Ensuite, tu te reposes sous des sapins qui n'existaient pas au XVIIe siècle dans le Jura, ils ont été importés. Voilà. Tu dis que tu respires, mais cet air est déjà vicié, il est pas du tout, c'est pas du tout l'air. Bon, on pourrait, si on suivait Dagonier, dire que ce qu'on appelle naturel a déjà eu un impact, une influence humaine. Mais nier l'existence même de la nature, c'est risquer quand même l'oxymore, le contresens, et c'est de faire de la nature, si vous voulez, j'ai pas le temps, mais des gens qui sont antinaturalistes ne veulent pas supprimer la nature, ils veulent l'utiliser comme un alibi pour autre chose, un alibi pour la croissance, un alibi pour la consommation et la surconsommation, un alibi pour dire ça a toujours été comme ça, du moment où un homme est homme, il pollue, oui, mais il pollue pas forcément d'une façon destructive, si vous voulez. Donc l'artificialisation de la nature, c'est le retour d'un impérialisme dominateur. Et je vais arriver à mon dernier point, parce qu'il fait chaud, pour vous surtout. Quels sont les enjeux de notre temps, ce que, en philosophie, on a tendance à appeler non pas la modernité, mais la post-modernité, comme si on était passé vraiment dans une période qui commence à peine et que nous n'avons pas encore le recul pour pouvoir la comprendre. Je pense qu'on est dans une post-modernité. Quels sont les enjeux de la post-modernité? Les enjeux, les voici, c'est-à-dire comment protéger la nature, mais sans retomber dans sa divination, dans sa divinisation, ce qui fait que ça laisserait la place à celles et ceux qui critiqueraient le retour d'une transcendance. À l'inverse, comment lui redonner une consistance ontologique? Ontologique, ça veut dire c'est ce qui explique pourquoi une chose est. Comment assurer l'être de la nature, le fait qu'elle existe bien, dans un sens intrinsèque, mais sans participer à ce que les détracteurs appellent l'anti-humanisme. Vous voyez, comment défendre la nature sans dire que l'homme n'est qu'un parasite? Comment défendre la nature tout en disant que l'homme est quand même une espèce à part, mais qui n'est pas nécessairement une espèce au-dessus? C'est pas moi qui ai la réponse. Mais il y a quelque chose à chercher dans le dernier axe de ce soir que j'appelle l'écocentrisme. C'est intéressant l'écocentrisme parce que, vous voyez, le préfixe a encore changé. Ici, le centre, ce n'est plus l'homme, ce n'est plus la nature, mais c'est la relation. Et c'est la relation qui vient bien au-delà des relations entre l'homme et la nature, d'ailleurs. C'est quoi l'écocentrisme? C'est quelque chose qui arrive en ce moment-là. Là, en ce moment. C'est une perspective tellement nouvelle que on n'a pas encore, selon moi, aujourd'hui, la grille de lecture pour la comprendre. Alors d'où ça vient? C'est toujours très difficile d'imaginer d'où les choses viennent. Qu'est-ce qui peut se passer dans cette conception selon laquelle le centre, c'est plus l'homme ou la nature, mais c'est la relation. Alors quand je vous dis que c'est quelque chose qui est en train de venir, c'est que c'est tellement en train de venir que ça y est, un fleuve a une personnalité juridique considéré comme un être de droit. Quand je dis ça y est, ça se passe au Québec, la rivière Magpie a désormais le droit de vivre, d'exister, de couler, le droit au respect de ses cycles naturels, le droit d'évoluer naturellement, d'être préservé, d'être protégé, le droit de maintenir sa biodiversité naturelle, le droit de maintenir son intégrité, le droit de remplir ses fonctions essentielles au sein de son écosystème, et enfin le droit d'être à l'abri de la pollution. C'est pas du tout un délire. C'est un extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de Miagani du 16 février 2021. On est, si vous voulez, en Amérique du Nord. On est dans une ancienne civilisation indienne qui a disparu évidemment, mais avec un très fort ancrage symbolique, animiste. Vous voyez,
les petits-enfants ont repris ça en se disant, alors, on n'est pas bête, hein, on sait très bien que dans un postmodernisme rationaliste comme on l'est encore, on va pas retomber dans la divinité et prier les êtres naturels, certes, mais on va essayer de jouer avec la question du droit. Et ils n'ont pas seulement joué, c'est qu'ils ont décroché quelque chose qui est en train de venir en France. Je vous dirai un petit peu de quoi il s'agit. Alors, la question, c'est comment, sans devenir complètement fou, en étant tout à fait des êtres réfléchis, comment donner des droits à un être vivant, non humain? Quand je dis vivant, c'est vivant, même pas vivant au sens où on l'entend, parce que c'est une rivière. Eh bien, l'écocentrisme, c'est d'abord une approche relationnelle des êtres. C'est un bouleversement ontologique et philosophique qu'on n'a jamais vu à ce point-là. Faut que je me calme. Mais c'est vrai que c'est fort. Regardez, jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, c'est comme ça que je faisais encore cours il y a 10 ans, il me semble que ce qui fait la singularité de chacun et de chacune d'entre vous, c'est son histoire, c'est ce qu'elle a vécu, c'est son point de vue, on est encore dans un peu la logique humaniste, j'ai des idées qui ne sont pas les vôtres, mais j'assume mes idées, je suis différent de toi, tu es différent de moi, les identités sont multiples, très bien. Du coup, on se construit un petit peu chacun dans une bulle, qui va quelquefois frapper d'autres bulles, puis on reste chacun dans une espèce d'intériorité géographiquement déterminée, un petit peu le je pense donc je suis de Descartes, qui fait que nous sommes tous différents les uns des autres. Ok, la philosophie nous invite à un pas de côté pour nous faire redevenir des enfants. Donc l'hypothèse de l'écocentrisme, elle est stimulante. Et si, ce soir, très modestement, en sortant d'ici, vous reteniez quelque chose de ce que vous avez entendu. Je continue. Et si, dans cette petite heure ensemble, quelque chose en vous avait changé de ce que vous avez entendu d'un autre? Je le redis autrement. Et si, en vous, il n'y avait pas un peu de moi? Et si, en moi, il n'y avait pas maintenant un peu de vous? C'est une vision totalement différente parce que ça voudrait dire que l'identité telle qu'on la connaît est relationnelle. Que nous construisons chacun que par la rencontre et la relation, fut-elle conflictuelle, hein, avec les autres. Et qu'en fait, nos jeux spécifiques n'existent pas indépendamment de la relation avec d'autres tu, avec d'autres vous. C'est tellement nouveau et polémique qu'on peut se dire, oui, bah, c'est pas complètement faux. Il y a encore des mouvements où les gens créent des choses ensemble. Il y a des associations. Regardez, vous en êtes la preuve vivante. Et puis, dans des moments difficiles de notre histoire, les gens savent se rassembler, se tenir les coudes et crier devant tous les malheurs qui les tombent sur le dos. Charlie, les attentats, on se réunit et on fait front. Oui, tous ensemble. Enfin, en disant je suis Charlie. Pas nous. Je. Ben vous voyez, l'idée de l'écocentrisme, c'est-à-dire, et si derrière nos jeux subjectifs, il n'y avait pas des liaisons, des enchâssements, des rencontres bien plus profondes que nous croyons, ce qui fait que... J'ai pas le temps. Pour faire court, la philosophie jusqu'ici déterminait les choses indépendamment des autres. Les choses sont définies indépendamment des autres choses. Il y a l'homme d'un côté, la nature de l'autre, le blanc et le noir, le grand et le petit. On demande aux élèves de terminale de faire des distinctions conceptuelles entre ce qui est beau et laid, entre ce qui est juste et injuste. Vous voyez, mais ce faisant, nous substantifions les choses. Nous les enfermons dans des bulles qui n'ont aucune chance un jour de pouvoir rentrer en symbiose. Morisot, qui est un philosophe et qui s'amuse aussi le moment de ses vacances à aller pister les loups, découvre qu'il y a chez les animaux qu'il connaît le mieux, c'est-à-dire les loups, bien plus que des automates fermés sur eux-mêmes, incapables de pensée, de conscience et de langage. Il y a entre les loups quelque chose qui est quelque chose comme une relation bien plus complexe que ce que nous entendons, nous, n'existant qu'entre les hommes. Vous voyez, il y a des communautés chez les animaux, sans pour autant être anti-humanistes, qui existent autant que chez les êtres humains. L'écocentrisme,
c'est que être, c'est d'abord être en relation. Ce qui veut dire que du dualisme où on était, on passe à un continuum entre les êtres. L'animal est différent de l'homme, certes, mais ce n'est pas une différence de nature, c'est une différence de degré. Ce qui n'est pas absurde de penser même dans, vous voyez, dans des approches qu'on aurait tendance à qualifier d'humanistes qui ne le sont pas. Je pense au pape François qui, dans l'encyclique, parlait de la maison qu'il fallait sauver. La maison qu'il fallait sauver, je crois que maison c'est oikos, comme vous avez vu, qui a donné écologie, mais cette fois c'est plus la maison de l'homme au milieu de la nature sauvage, c'est la maison comme le lieu des relations. L'écologie, ça serait l'aptitude à protéger la relation entre les êtres, fussent-ils humains ou pas. Et cette relation protégée finit par ne plus nous appréhender les uns les autres comme indépendants les uns des autres. Cette nouvelle métaphysique, cette nouvelle conception de l'homme et du monde, si vous voulez, cette nouvelle cosmologie, dit quelque chose de fort sur lequel je m'arrête encore un tout petit instant, si vous voulez, parce que je me suis peut-être mal exprimé, mais c'est difficile. Ce que veut dire l'éthique des relations, c'est pas que nous existons, puis ensuite on entre en relation. Rapprochez-vous, soyez frères. Non, mais non. L'idée, c'est que, avant d'exister, nous sommes des tissus de relations. Si vous voulez, c'est pas l'homme qui rentre en relation, c'est la relation qui constitue l'homme. C'est la relation qui constitue l'être vivant. On ne dit pas que les êtres existent d'abord et qu'ensuite ils doivent nouer des relations. Non, c'est la relation qui fait les êtres, quoi. On trouve ça, dit Corinne Pelluchon dans un de ses derniers livres, elle dit on trouve ça quand on mange, en fait. Quand on mange, si on mange en réfléchissant un petit peu à ce qu'on fait, en pleine conscience, comme on pourrait dire, quand on mange, on se dit, ce que je mange, ça vient pas de moi, quoi. Ça vient d'autre chose que moi. Ça vient de gens qui ont travaillé pour que je puisse manger, je le mange. Du coup, quand je mange, je m'aperçois que je suis dans un tissu de relations absolument essentiel et que j'ai tendance à oublier. Parce que je me dis, j'ai choisi de manger ça, mais derrière, il y a des gens qui travaillent, il y a des exploitations. Et c'est l'idée que ce tissu de relations fait le terreau de l'humanité et de la Terre. Alors, je vous parlais de la rivière Magpie au Québec, mais maintenant, on va aller se promener du côté de la Loire. D'octobre 2019 au printemps 2021, Camille de Toledo s'est associé à ce qu'il a appelé les auditions du Parlement de Loire. C'est un projet fou, à la fois juridique, philosophique et artistique. C'est le pôle art et urbanisme de la région Pays de Loire qui a lancé ça. Il y a un livre qui en est sorti qui s'appelle Le fleuve qu'il voulait écrire. L'idée, elle est simple, c'est faire de la Loire un élément naturel qui posséderait une personnalité juridique. Du coup, l'idée, c'est plus de l'appeler la Loire, mais Loire, avec un grand L. Encore une fois, on est au-delà du côté un peu, j'allais dire, sympathique d'une espèce de mode. Non, non, on est donné une personnalité à la Loire. Très vite, d'aucuns pourraient dire, ah, ça veut dire qu'elle va aller se défendre devant un tribunal, c'est n'importe quoi. Bien sûr que non. Ça veut dire que des avocats pourront aller la défendre. Ça veut dire que la forêt amazonienne, on pourrait imaginer à l'ONU des représentants de la forêt qui vont défendre la forêt pour elle-même, qui vont pas défendre les gens qui habitent la forêt. Ça serait un mouvement juridique puissant qui pourrait peut-être, à mon sens, changer les choses. La relation fait les choses. Je l'ai pas amené ici, mais dans ce livre qui s'appelle Le fleuve qui voulait écrire, c'est fou parce qu'à un moment donné, on n'arrive plus à mettre de limite entre ce qui est naturel et entre ce qui est humain. Je m'explique. Sur la Loire, il y avait des moulins autrefois. Des moulins qui, petit à petit, ont disparu. Et les écologistes, appelons-les comme ça, qui veulent défendre la Loire, disent, mais attendez, les moulins, il faut les refaire. Mais les moulins, c'est pas naturel, c'est humain. Oui, mais leur relation avec la rivière est importante parce que les moulins évitaient justement qu'en été, il n'y ait plus qu'un tout petit cours d'eau et puis qu'en hiver, ça sorte des berges. Les moulins, en fait, contrôlent, gèrent un peu la densité de la rivière. Ce qui fait que l'homme et la nature sortent du dualisme et
et arrive dans une espèce de relation, ce que les philosophes appellent l'écologie de l'éthique des relations. Désincarcérer, si vous voulez, l'homme de son humanisme pour repenser cette relation. Je terminerai par Aldo Léopold, qui a écrit pas mal de livres sur ce qu'on appelle aujourd'hui l'éthique du vivant, en nous appelant, encore une fois, à un changement de vision des choses. Il écrit dans Penser comme une montagne, il met en situation et montre comment l'éleveur et son troupeau, le chasseur et ses proies, tous, du moins le croit-il, ont intérêt à la disparition du loup. Ok ? Alors il dit pas il faut défendre les loups, ça marche pas. Il dit pas il faut défendre les loups, il dit attendez, prenons un pas de côté et mettons-nous un petit peu en arrière. Peut-être qu'on a la vue trop courte. Le loup a sa place dans la communauté biotique qui vit de la montagne. La prospérité des troupeaux et celle du gibier en dépendent en fait à long terme. Ce qui fait que sans les loups, les cerfs proliféreront et mettront ces pentes à mal. Ce qui fait que, et c'est une pensée contre-intuitive, le chasseur a besoin des loups. Les loups et les troupeaux ont besoin de la montagne. L'ensemble a besoin de l'ensemble. Et la Loire a besoin des moulins. Et cette conception relationnelle des choses fait que on n'a pas intérêt à stigmatiser une espèce plus qu'une autre, on a à prendre du recul et à se dire que n'importe quel être vivant est un membre au même titre que les loups et les cerfs ou que d'autres êtres vivants de la communauté biotique en fait. Voilà pourquoi on revalorise la sensibilité. Les élèves sont là et savent que tout ce que je viens de dire sur l'écocentrisme vient aussi de la pensée du 19e qu'on appelle le romantisme. Mais remettre en avant la sensibilité, c'est ne plus laisser trop la place à la raison, qui est toujours une raison un peu calculatrice, et redonner de l'importance à la sensibilité, aux émotions. Et puis, le plus important, ah oui, c'est ça, je l'ai passé un peu vite, c'est que dans cet écocentrisme, on ne parle plus de nature. Parce que la nature est trop connotée. Parce que la nature a vécu, je veux dire, dans son terme, dans son sens, dans son mot, et on la remplace par la notion de vivant. Parce que quand vous parlez de nature, vous aurez toujours en arrière-goût cette photo où l'homme est contre la nature, l'un contre l'autre. Quand vous parlez de vivant, il y a quelque chose qui fait comme quelque chose de relationnel et d'évident entre toutes les choses qui vivent. On parle de vivant et plus de nature, on revalorise la sensibilité et on donne des droits à une rivière. J'ai commencé et je terminerai en vous disant que pour moi, le monde humain est un monde de symboles et de mots, et que nous sommes toujours enchâssés dans des mots qui nous ont été donnés dès notre enfance. Ne pas trouver les mots, c'est risquer de ne pas agir ou de mal agir. Trouver les mots, c'est ce que la bénédiction, c'est parler bien. La malédiction, c'est mal parler. Notre malédiction, c'est ne pas trouver les mots qui correspondent à ce que nous voulons défendre. Notre bénédiction, c'est d'essayer de trouver les bons mots quand on veut défendre ce qu'on appelle la nature. Eh bien, aujourd'hui, il est évident qu'un adolescent de 13 ans sera capable de distinguer 14, 15 ou 20 logos publicitaires différents. Je ne suis pas sûr qu'il puisse distinguer 3 essences d'arbres différentes. Stop. Le problème, il est là. C'est que redonner l'envie de défendre, c'est aussi permettre aux gens de mieux comprendre ce qui se passe à un niveau qui, aujourd'hui, peut devenir un endroit comme simple ressource. Morisot dit un soir, il piste les loups, vous voyez, puis il retrouve un copain, et puis il s'assied devant la nuit qui commence à tomber, et puis c'est calme, et puis ils sont dans les montagnes, et puis la personne qui est à côté de lui dit, oh, qu'est-ce qu'on est bien là dans la nature. Il se passe rien. Et là, je me ressource. Et Morisot, il est fou. Il dit, mais écoute les oiseaux de nuit qui commencent à s'éveiller, les oiseaux de jour qui vont... Il y a pas rien. Mais on est plus sensible à ça. On est plus attentif à ces bruits de la nature, à ce que on appelait au départ la loi de la nature. Et donner des droits à la nature, en fait, donner des droits à des choses, donner des droits à ceux qui paraissent ne pas en avoir. Il y a longtemps qu'on le fait. On donne des droits à des sociétés qui ont des personnalités morales. Et puis on s'étonne de donner des droits à une rivière. Non, si on replace dans une logique un peu plus avec des mots qui sont les mots
qui sont importants, il est possible de faire quelque chose. Morisot, voilà, pour en parler, parle d'une crise de la sensibilité aujourd'hui. J'entends un appauvrissement de ce que nous pouvons sentir, percevoir. Appauvrissement de ce que nous pouvons comprendre et tisser comme relation à l'égard du vivant. Alors c'est vrai, nous avons une multitude de mots, de types de relations, de types d'affects pour qualifier des relations entre humains, entre collectifs, entre institutions, avec les objets techniques, avec les œuvres d'art. Mais nous n'en avons bien moins pour nos relations au vivant. Cet appauvrissement de l'empant de sensibilité envers le vivant, c'est-à-dire des formes d'attention et des qualités de disponibilité à son égard, est conjointement un effet à une part des causes de la crise écologique qui est la nôtre, comme cet enfant devant cette chose qu'il voyait à travers les barreaux et qui posait la question « c'est quoi ?» Eh ben, essayons nous-mêmes de nous poser la question de « c'est quoi la nature que l'on veut défendre avant de la défendre ?» parce que les mots, me semble-t-il, précèdent les choses et précèdent les actes. Eh ben, ça y est, j'ai fini. Merci à vous.